De nouveaux indices sont apparus dans l'affaire de la mère de 2 enfants retrouvés mortes dans un congélateur d'un magasin discount en Floride. Les résultats de l'autopsie sont arrivés pour Hélène Garret Sanchez. Nous examinons ce que signifient ces résultats et où en est l'enquête sur sa mort. Et nous examinons les nouvelles allégations d'une plainte déposée par la famille d'Hélène contre le Dollar Tree. Bienvenue dans Crime Fix. Je suis Angelette Lévy. Il y a près de 2 mois, une responsable de magasin Dollar Tree a trouvé une femme nue dans une chambre froide d'un magasin à Miami. C'était un dimanche matin, le 14 décembre. C'était choquant. C'était une découverte bouleversante, c'est le moins qu'on puisse dire. La femme était la docteure Hélène Garret Sanchez. Cela s'est passé dans le quartier de la Petite Havane à Miami, dans le magasin de la Southwest 8e rue. À l'époque, CBS News a rapporté que les opérateurs avaient été entendus sur les radios de la police disant « Le plaignant a trouvé une femme nue dans la chambre froide du magasin ». Cet appel sur la radio de la police a certainement attiré l'attention des journalistes à Miami. La police et les ambulanciers se sont rendus au magasin et ont trouvé Hélène Garret Sanchez. Elle était médecin et rendait visite à Miami depuis son Nicaragua natal. Elle n'avait que 32 ans, mère de 2 enfants. Elle était entrée dans le magasin juste avant l'heure de fermeture. La veille au soir, c'était un samedi soir. Apparemment, elle s'est rendue dans une zone réservée uniquement au personnel. Ainsi, elle s'est retrouvée dans ce congélateur. Le lendemain matin, une employée a trouvé son corps dans ce congélateur. Les proches de Garret se sont rassemblés devant le magasin pendant que la police menait l'enquête. Une porte-parole de Dollar Tree a publié la déclaration suivante. Nous sommes au courant de cet incident tragique et nos pensées vont à la famille et aux proches de la personne concernée. Nous coopérons pleinement avec les autorités en ce moment. Vous savez, j'adore vraiment truthfinder.com. Je l'utilise tout le temps ici sur Crime Fix pour faire des recherches dans les dossiers publics. Truthfinder me fait gagner du temps dans mes recherches et nous aide à obtenir plus d'informations pour couvrir des affaires. Vous pouvez aussi l'utiliser. C'est génial. Entrez un nom pour trouver adresse, antécédents criminels et d'autres informations sur les personnes recherchées. C'est notre outil de référence pour les vérifications et l'un des plus grands services de recherche aux États-Unis. L'abonnement offre des recherches confidentielles illimitées pour vérifier de nouveaux voisins, examiner des rencontres en ligne ou retrouver une personne. Vous pouvez rechercher les délinquants sexuels proches ou vérifier vos antécédents. Restez informés et en sécurité. Consultez les dossiers publics avec Truthfinder Now sur truthfinder.com/LC Crime Fix. Depuis mon dernier message à ce sujet, la famille de Gray a lancé un procès de 50 millions de dollars contre Dollar Tree. Elle avance des accusations choquantes concernant ce que les employés de Dollar Tree ont fait ou n'ont pas fait la nuit où Hélène Garret est entrée dans ce magasin. Je vais y revenir, mais d'abord, je veux parler des résultats de l'autopsie d'Hélène Garret Sanchez. La police de Miami a déclaré aux médias locaux ainsi qu'à Law and Crime qu'elle ne soupçonne pas d'actes criminels dans la mort de Garret, mais l'enquête est toujours en cours. Le rapport d'autopsie indique que la cause du décès d'Hélène Garret est l'hypothermie environnementale. Une cause contributive est la consommation d'éthanol, c'est-à-dire essentiellement de l'alcool. Ce rapport indique en gros qu'Hélène Garret est morte de froid et que la consommation d'alcool a contribué à son décès. Ce qui est remarquablement absent, c'est la manière dont Hélène Garret est décédée, qui doit encore être examinée par le médecin légiste. Donc, pour analyser ce rapport d'autopsie et bien plus encore, je voudrais faire intervenir la docteure Priya Banerjee. Elle est médecin légiste certifiée par le Conseil. Docteur Banerjee, merci beaucoup de me rejoindre. Je suis ravie d'en parler avec vous, malgré l'horreur de cette affaire. Je voudrais commencer par le fait que nous avons une cause du décès indiquée dans ce rapport d'autopsie pour Hélène Garret, mais aucune manière de décès. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est intéressant parce que normalement tous les faits, à ma connaissance, sont publics en Floride. D'accord, donc différents États ont différentes parties de l'autopsie ou de la cause du décès. Ce n'est peut-être pas le rapport d'autopsie, mais simplement la cause du décès. La cause et les circonstances du décès pourraient être publiées. Mais c'est intéressant qu'il ne l'ait pas encore certifié, d'après ce que j'ai vu, et je ne sais pas si cette partie est toujours en cours d'enquête ou non. Ou si c'est juste leur politique de ne pas l'examiner ou le divulguer, excusez-moi. Mais les circonstances sont assez particulières, et c'est sur cela que repose la manière du décès. C'est certainement très inhabituel. Nous avons une médecin.
Elle est en visite à Miami depuis son Nicaragua natal pour rendre visite à sa famille. Se retrouver piégée dans un magasin Dollar Tree un samedi soir. Des images de surveillance doivent forcément exister. Je dis ça maintenant, mais d'une manière ou d'une autre, elle s'est retrouvée piégée dans une chambre froide et elle est morte. Et on l'a, tu vois. La cause du décès est indiquée comme hypothermie environnementale, avec comme cause contributive l'utilisation d'éthanol. En gros, elle buvait de l'alcool, tu vois, je vais le dire comme ça. C'est vraiment, vraiment étrange. Alors, parle-moi, s'il te plaît, de l'hypothermie environnementale. Pour moi, ça veut dire qu'elle est morte de froid. N'est-ce pas? Donc c'est très compliqué. Elle ne l'est pas. Elle est loin d'être stupide. Elle est très fonctionnelle, tu vois? Un médecin est venu de l'étranger, n'est-ce pas? Donc, tu sais qu'elle est ici en vacances. D'après ce que j'ai compris, elle était sortie avec sa famille, partageant un dîner et quelques, tu sais, verres. Je ne pense pas. Ce n'est pas en dessous de la limite légale pour conduire, mais je ne pense pas qu'elle conduisait. Tu sais, ce n'est pas extrêmement élevé. Ce n'est pas l'alcool en soi qui aurait causé sa mort. Oui, c'est 0,112, c'est bien 0,112. Donc, ça fait, tu sais, plus que quelques verres, 0,08 étant la limite, n'est-ce pas, pour conduire, mais ce n'est pas tellement plus élevé. Si tu y réfléchis, c'est peut-être 1 ou 2 verres en plus dans ce laps de temps. Maintenant, le problème, c'est que je ne sais pas ce qui l'a menée jusqu'au congélateur. C'est totalement spéculatif, genre elle, tu vois. Elle est entrée dans le magasin, je crois, avec sa sœur, et la sœur avait signalé qu'elle ne pouvait pas la retrouver, mais elle est allée dans le congélateur. Et évidemment, ce n'est pas un endroit où l'on penserait que quelqu'un irait, n'est-ce pas, genre à l'arrière du magasin, dans le congélateur. Donc, elle s'est retrouvée, je suppose, coincée là-dedans, et l'hypothermie, donc à cause de l'environnement froid. C'est un congélateur, si je ne me trompe pas, donc il fait très froid. Vous savez, ça va commencer à l'affecter, mais pas immédiatement. Ce n'est pas comme si elle gelait en entrant. C'est juste qu'elle n'est pas habillée avec un manteau d'hiver pour la protéger, n'est-ce pas, si vous y réfléchissez. Mais avec le temps, elle va devenir plus sensible au froid, perdre de la chaleur corporelle et ne plus pouvoir compenser. Donc c'est de ça qu'il parle, que son corps s'est essentiellement arrêté à cause de l'exposition au froid, n'est-ce pas? On ne peut thermoréguler, c'est-à-dire maintenir sa température corporelle, que jusqu'à un certain point. Et même quand on sort dans l'environnement extérieur, par exemple, moi je suis en Nouvelle-Angleterre, il fait très froid dehors. Nous avons la possibilité de nous habiller chaudement et notre corps fonctionne pour nous garder au chaud, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on frissonne, c'est comme ça que la peau, la circulation sanguine, etc. se régule. Mais ça, vous savez, on atténue l'exposition en mettant des vêtements chauds ou en rentrant à l'intérieur, n'est-ce pas? Nous pouvons nous retirer de l'environnement. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas pu sortir de l'intérieur. Je ne sais pas s'il n'y a pas de mécanisme de déverrouillage d'urgence. Je ne sais pas à quel point elle a été désorientée en cherchant cela. Donc, vous savez généralement ce qui se passe quand on devient hypothermique, donc quand la température du corps baisse à cause du froid, c'est que on observe beaucoup de choses. Mais la première, physiquement, c'est qu'après avoir tellement grelotté que vous ne pouvez plus vous réguler, vous commencez à devenir très désorienté, confuse. Je sais qu'il y avait des bleus sur son bras, mais j'ignore si c'était parce qu'elle essayait de frapper pour sortir. Et je voulais vous en parler. Désolée d'interrompre, mais ils en parlent, effectivement. À propos, nous devons analyser la situation étape par étape, mais c'est son point de départ. Fonctionnement essentiellement normal, même avec de l'alcool dans son organisme, puis elle devient de plus en plus désorientée. Maintenant, fait intéressant, l'alcool provoque une vasodilatation, donnant l'impression d'avoir plus chaud. Donc, je ne sais pas si elle a une fausse impression de chaleur au début, surtout quand elle entre là-dedans. Mais encore une fois, ce ne sera pas une vraie chaleur pour son corps, ça ne la gardera pas au chaud. Parlons de ces bleus que vous avez mentionnés. Des contusions irrégulières, rouge à rouge-violet, allant jusqu'à 4,7 cm, s'étendent de la face dorsale de l'avant-bras gauche à la face dorsale de la main gauche.
Donc, pour moi, cela indique que les hanches, les fesses et les membres inférieurs présentent des contusions rouge-violet dispersées, allant de discrètes à coalescentes jusqu'à 8 cm. Est-ce possible? Elle essaye de faire quelque chose, elle se cogne contre cette porte, elle essaye de sortir, vous savez, elle essaye de trouver un moyen. Oh mon Dieu, il faut que je sorte d'ici, et elle panique complètement dans ce congélateur. Je veux dire, j'essaie juste de reconstituer dans ma tête ce qui aurait pu causer ces blessures. Bien sûr, donc, vous savez, avec la réserve qu'on ne peut pas regarder un bleu, sa couleur ou sa taille et dire quand il est apparu. D'accord. Donc, il se peut qu'elle soit entrée dans la glace ou le congélateur avec certaines de ses blessures, surtout, disons, sur ses jambes. Mais je pense qu'il est juste de dire que quelqu'un qui se sent coincé et exposé à des températures froides dans un congélateur va essayer de sortir. Donc, je pense que je peux supposer ce n'est que pure spéculation parce qu'il n'y a rien de caractéristique dans les ecchymoses qui va me dire que c'est ce qui s'est passé. Mais je pense qu'on peut en déduire cela. Une réaction normale serait de donner des coups de pied, de crier, de frapper, vous savez, d'essayer de forcer la porte. Et cela expliquerait pourquoi. Ses extrémités, essentiellement ses bras, ses jambes, ses hanches, vous voyez comme si elle essayait de frapper dans tous les sens, que ce soit pour ouvrir la porte ou même pour attirer l'attention, n'est-ce pas? Je sais qu'il y avait un employé de magasin là-bas et que sa sœur avait dit qu'elle avait disparu. Je ne la trouve pas, elle a alerté l'employé. Donc, vous savez, il serait logique qu'elle essaie de s'agiter et de faire du bruit, si ce n'est rien d'autre. Beaucoup de gens en ligne ont beaucoup insisté sur le fait que, oh mon Dieu, elle était nue, mais cela peut. C'est simplement quelque chose qui arrive quand les gens deviennent hypothermiques. Expliquez-nous un peu ce qui se passe à ce moment-là, comme la réaction du corps à l'hypothermie. Comme je le disais, c'est un peu le processus par lequel passent les personnes exposées longtemps au froid. D'abord, elles vont frissonner et essayer de compenser. Ensuite, on devient confus. D'accord? Donc, une fois qu'on dépasse cet état de confusion ou que la confusion s'aggrave, c'est que le corps devient de plus en plus froid. Ce qui se passe ensuite, c'est un phénomène appelé le déshabillage paradoxal. D'accord, donc c'est paradoxal parce qu'évidemment, elle n'est pas habillée pour le froid, n'est-ce pas? Elle est en Floride et elle porte des vêtements légers pour sortir. Ce qui se passe ensuite, c'est que le corps commence à s'éteindre et n'arrive plus à réguler la température. Soudainement, elle commence à avoir chaud, d'accord? Donc, c'est une réaction étrange du corps alors qu'il fait vraiment, vraiment froid dehors ou dans l'environnement. Et elle commence à enlever ses vêtements. On pourrait croire que c'est paradoxal, car on pense généralement à ajouter une couverture ou un manteau, à superposer des couches. C'est donc l'inverse, d'où le paradoxe. Et le fait de se déshabiller, c'est qu'elle enlève volontairement ses vêtements, donc ça correspond à tout le scénario. Nous n'avons pas besoin de dire qu'il y avait quelqu'un d'autre avec elle ou que quelqu'un lui a enlevé ses vêtements. Je veux revenir sur le fait que nous n'avons pas encore de mode de décès. Très souvent, la manière du décès n'est pas déterminée, jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Et il se peut qu'il y ait encore une enquête policière en cours. Et nous savons qu'il y en a une, bien sûr, et il est probable que des personnes aient été interrogées à ce sujet. Il y a aussi une action civile qui a été déposée par la famille d'Hélène, son père alléguant une négligence. C'est une action civile de 50 millions de dollars. Donc, vous savez, il y a 5 types de causes de décès: homicide, suicide, accidentel, indéterminé et naturel. Bien sûr, ce n'est pas une mort naturelle. On peut écarter cette possibilité. N'est-ce pas? Maladie naturelle à la naissance. Oui, ce n'est pas comme si elle avait eu une crise cardiaque et était morte. Oui, indéterminé. Je ne sais pas. Je veux dire, ça pourrait être un accident et je ne sais pas. Je veux dire, pourrais-tu déterminer que c'est peut-être un homicide si c'est déterminé? Le Dollar Tree? Les gens étaient tellement négligents qu'ils ne savaient pas ou qu'ils auraient dû savoir que quelqu'un était là-dedans. Je veux dire, est-ce possible? Je pense que quand je dis homicide, c'est une mort causée par quelqu'un d'autre. Ça pourrait être de la négligence. C'est souvent un manque d'attention envers quelqu'un, par exemple ne pas fournir de soins médicaux. Maintenant, je n'ai pas vu, j'ai vu peu de documents dont nous avons parlé ou que tu m'as transmis et publiés.
Il n'est rien mentionné concernant des antécédents suicidaires ni de problèmes de santé mentale, donc rien ne m'indique clairement un suicide. Si je devais me prononcer maintenant avec mes informations limitées et mon expérience, ce serait probablement un terrible accident. Je n'ai aucune raison d'y croire. Il n'y a rien, vous savez. Ce n'est pas qu'elle a délibérément, vous savez, volontairement essayé de se suicider en entrant dans le congélateur. Je n'ai rien pour prouver ça. Ce serait quelque chose qui doit vraiment être approfondi lors de l'enquête. Donc la police, quand ils vont interroger la sœur, la personne avec qui elle est allée dîner, de quoi ils ont parlé, quel était son état mental, j'espère qu'elle est heureuse en vacances. Vous savez, c'était un voyage de vacances à l'étranger. Et ça, vous savez, est-ce qu'il y a eu des événements stressants déclencheurs même à l'étranger? Est-ce qu'elle a reçu des nouvelles qui auraient pu soudainement la bouleverser? Si cela n'est pas vraiment prouvé, alors je peux comprendre qu'on choisisse accident ou indéterminé. Vous savez, peut-être que vous savez indéterminé, je ne l'utilise pas à la légère. Mais c'est une situation tellement étrange que, je veux dire, peut-être que le médecin légiste ne se sentira pas à l'aise de la classer comme un accident. Peut-être qu'ils ne vont tout simplement pas trouver assez d'informations. Elle est internationale, donc accéder à ces dossiers médicaux, comme ces dossiers de santé mentale, pourrait être presque impossible. Si tu veux, tu sais, c'est quelque chose que je demande souvent. Je le demandais systématiquement dans tout type d'affaires où j'envisageais un cas de suicide. Il s'agit d'examiner les antécédents de santé mentale et médicaux classiques. Ce sont des éléments à garder en tête car tu veux réunir un maximum d'informations. Et c'est un cas très inhabituel. C'est très inhabituel, et je veux aborder certaines des allégations qui sont faites dans la plainte civile, tu sais, juste brièvement ici. La famille allègue une négligence de la part de Dollar Tree et du responsable du magasin. Ne pas avoir réparé ou corrigé les conditions liées à la chambre froide, cela a créé un risque déraisonnable d'enfermement. Vous savez, je sais que j'ai travaillé dans des restaurants quand j'étais plus jeune, où l'on entre dans une chambre froide ou un congélateur, et il y a une poignée. Vous devriez pouvoir sortir, c'est ainsi que ça fonctionne. Mais évidemment, elle n'a pas pu sortir. N'est-ce pas? Excusez-moi de vous interrompre, c'est vrai pour moi aussi. Je n'y ai pas travaillé, mais j'ai suivi des cours de cuisine. J'ai été dans un environnement de cuisine professionnel. Il pourrait dire d'aller chercher le beurre dans le réfrigérateur. J'envoie ma fille à des stages de cuisine pour qu'elle apprenne à travailler dans ces environnements. Et c'est pareil, si vous pensez à la même chose avec les coffres de voiture, n'est-ce pas? Il y a un dispositif de déverrouillage de sécurité à l'intérieur. Et donc, c'est précisément pour ces raisons, le risque d'enfermement, qu'un espace clos comme celui-là aurait un levier de déverrouillage ou un certain type de dispositif de libération. Maintenant, je ne sais pas quand la police enquête sur la scène et fait les interrogatoires. C'est un problème énorme. Examinez le loquet réel ou le mécanisme de ce congélateur parce que est-ce qu'il y en a un? Et je veux dire, il faut vraiment y réfléchir. Les gens entrent et sortent probablement tout le temps d'ici, comme les employés du magasin, tu sais, donc ce n'est pas seulement ça. Il faut que ce soit sûr, peu importe qui l'utilise ou qui pourrait potentiellement y entrer. Donc, ce serait pour moi une partie essentielle de l'enquête sur la scène. D'accord, à quelle température est réglé leur congélateur? Y a-t-il un bouton d'alarme à l'intérieur? Y a-t-il un levier qui fonctionne ou qui est cassé? Et vous savez, ce serait essentiel pour cette information, à la fois pour la procédure et pour l'affaire civile. Ils disent aussi qu'il y a eu un manquement à surveiller correctement les lieux, y compris la chambre froide, le jour de l'incident. Pour la présence de clients et d'invités à l'heure de fermeture du Dollar Tree. Ne pas avoir utilisé les images de surveillance ou d'autres systèmes de contrôle pour vérifier. Sanchez est resté à l'intérieur du magasin Dollar Tree après avoir été informé qu'une cliente était portée disparue et n'est pas sortie des lieux. C'est intéressant, je voudrais savoir comment ils le savent et en savoir plus. Ne pas avoir mis en place, former les employés sûrs et appliquer des politiques et procédures raisonnables concernant l'heure de fermeture pour s'assurer que toutes les clientes et invités, y compris Sanchez, avaient quitté le Dollar Tree
et ne pas avoir découvert en temps voulu la présence de Sanchez à l'intérieur de la chambre froide, et de fournir une aide raisonnable, une aide raisonnable ou d'appeler les secours d'urgence, ainsi que tous les autres actes ou omissions de négligence découverts lors de l'enquête. Elles disent « Nous pourrions en apprendre plus une fois la découverte accessible. Je trouve cela intéressant, même si apparemment aucun lieu n'a été vérifié. Par exemple, peut-être que vous inspectez tout le magasin pour vérifier, vous savez, les toilettes, les chambres froides, les congélateurs. Vous faites une vérification de tout l'endroit, peut-être 1 ou 2 fois, pour vous assurer que tout est vide et que personne ne s'y cache, éventuellement. Ou qu'il n'y ait personne par accident. Ils disent que cela ne s'est pas produit, on voit clairement que cela ne s'est pas produit. Priya, vous avez déjà témoigné dans des affaires auparavant, alors est-ce que la famille a une affaire ici? Ça me rappelle un peu un bus scolaire, vous savez, quand les enfants s'endorment, tout se cache, et les chauffeurs de bus scolaires sont censés faire une vérification avant de partir, pour qu'aucun enfant ne soit oublié. Et s'il y a le moindre doute, je veux dire, je suis curieuse de savoir quelle est la politique écrite du magasin ou les politiques de l'entreprise, s'il existe un protocole de fermeture établi, si vous voulez, à suivre par le responsable. Mais pour moi, n'importe qui, c'est un lieu public, non? C'est un magasin ouvert au public, il y a des toilettes, je voudrais m'assurer de ça. Je pense qu'il est difficile pour un employé de surveiller constamment les entrées et sorties, surtout à la fin de la nuit ou du service. Il devrait y avoir une vérification pour s'assurer que personne ne se cache dans un recoin, des alcôves ou autres, tu vois. Ça semble plutôt logique parce qu'il y a tellement de monde. Je veux dire, Dollar Tree, Dollar General sont tellement populaires, tu sais, que je penserais. Et puis, c'est une femme adulte. Mais je les considère comme des magasins familiaux où les enfants peuvent venir, non? Il y a tellement de diversité parmi les gens qui peuvent être clients là-bas que il faudrait s'assurer que tout le monde est sorti avant de verrouiller la porte. Et très probablement, le congélateur n'est pas bien verrouillé, c'est-à-dire qu'il n'est pas verrouillé pour. Si elle est entrée, elle n'avait pas besoin de clé. Ce n'est pas comme s'il en fallait une pour accéder au magasin. Et si c'est le cas, alors il faut vraiment inspecter l'endroit parce que n'importe qui aurait pu y entrer. Oui, c'est déroutant. Merci, Dr. Priya Banerjee, d'être avec nous. Nous suivrons cette affaire de près. J'espère que nous pourrons rester en contact pour suivre l'évolution, car c'est inhabituel. Grâce à une cagnotte GoFundMe créée par une amie, nous en savons plus sur Hélène Garay-Sanchez. Dr. Hélène Garay, une médecin dévouée et mère aimée, est décédée tragiquement le 14 décembre 2025 à l'âge de 32 ans. Originaire du Nicaragua, la Dr. Garay a consacré sa vie à la médecine, obtenant la reconnaissance en tant qu'anesthésiste spécialisée dans les maladies cardiaques congénitales. Son travail a apporté espoir et guérison à d'innombrables enfants et familles. Sa compassion, ses compétences et son engagement à sauver de jeunes vies ont défini à la fois sa carrière et sa personnalité au-delà de sa profession. Elle était une mère aimante de 2 enfants qui sont restés au Nicaragua et qui étaient le centre de son univers. Sa force, sa chaleur et son amour pour sa famille resteront à jamais gravés dans nos mémoires. La docteure Hélène Garay est décédée dans un accident tragique à l'étranger. La famille souhaite surtout la ramener au Nicaragua pour qu'elle y reçoive des funérailles dignes et repose en paix auprès des siens. Aidez à la ramener chez elle. La famille collecte actuellement des fonds pour couvrir les frais de rapatriement, de transport et de services funéraires au Nicaragua. Toute contribution, quel qu'en soit le montant, aidera à honorer sa vie et son héritage et soutiendra ses enfants pendant cette période dévastatrice. Merci pour vos prières, votre gentillesse et votre soutien en ces moments difficiles. L'enquête, comme je l'ai mentionné, sur la mort d'Hélène Garay-Sanchez est toujours en cours par la police de Miami. Encore une fois, aucun acte criminel n'est suspecté, mais qui sait si cela pourrait changer? C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angelette Levy. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine fois ici.